Bonjour à toutes et à tous. Voici le dernier CM de géographie de la population que nous ferons ensemble cette année et on va s'intéresser au rapport entre la population et les enjeux environnementaux pour terminer. Parce que on l'a dit, on va reprendre en fait quelques éléments qu'on a vus dans l'introduction, mais pas que. Ça va permettre de boucler la boucle, on va dire. Et on avait vu justement que les humains prélèvent des ressources et rejettent des déchets dans l'environnement. Donc, dans un contexte de croissance de la population et de modification de ces modes de vie, la pression sur l'environnement s'accentue. Et donc, on va essayer d'étudier cette pression anthropique, cette pression de l'homme sur l'environnement à plusieurs échelles, locales et globales. On va essayer de voir les deux aspects. Donc voici le plan de ce CM. On va faire qu'on fera en 3 vidéos. La dernière sera un peu plus courte. Et on va commencer par revenir sur quelques éléments pour comprendre une crise annoncée, avec d'abord une crainte ancienne de surpopulation qui revient. La croissance continue de la population mondiale a conduit à des inquiétudes. On peut en relever 2 d'inquiétudes vraiment liées à cette croissance. La première, c'est sur les capacités des sociétés à assumer la croissance démographique. Et ça, c'est le modèle malthusien qu'on avait vu en introduction. La croissance de la production agricole serait dépassée par la croissance de la population. Donc une crainte sur la capacité des sociétés à gérer cette croissance. Et la deuxième crainte, c'est sur la capacité de la planète à assumer la croissance démographique. Cette fois, c'est face à la croissance de la population, c'est les ressources de la planète qui vont être insuffisantes, ainsi que sa capacité à absorber les déchets. Et donc, la crise, elle peut être soit une crise des ressources ou une crise de pollution. La première crainte, celle du modèle malthusien, sur la capacité des sociétés à assumer la croissance démographique avec la crainte d'une production agricole insuffisante, elle a été prouvée fausse. Mais la deuxième, celle sur les capacités de la planète à assumer la croissance démographique, elle est de plus en plus d'actualité. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, à peu près autour des années 70, il y a le développement de l'idée qu'il fallait mettre des limites à l'impact de l'homme sur la planète. Alors, je rappelle, je crois l'avoir déjà dit, la notion de surpopulation, c'est pas une notion démographique, c'est une notion économique. La surpopulation, elle n'existe pas dans l'absolu, elle existe seulement de manière relative aux ressources disponibles. Et en fait, on l'a dit aussi, mais c'est un rappel qui est important, c'est davantage la diffusion d'un mode de vie qui va être fortement consommateur de ressources, bien plus que le nombre absolu de personnes qui a un impact fort sur l'environnement. On va, revenir un peu sur les interactions entre les humains et l'environnement, avec, l'importance vraiment d'envisager la question de ces interactions, on va dire, comme un système avec, une pression humaine sur l'environnement qui est double, on l'a dit rapidement. Pour une part, c'est ce que vous avez ici, le prélèvement des ressources est indispensable à la survie, des ressources comme l'eau douce, la nourriture, les matières premières, l'énergie. Donc ça, elles vont être extraites de la terre pour servir les sociétés. Et donc ça, c'est de la on va dire de la consommation et puis il y a aussi de la part des humains, une production de déchets, une émission de déchets dans l'environnement au sens large, ça peut être des pollutions, ça peut être aussi des gaz à effet de serre et ces émissions, de déchets, sont traitées par des processus naturels, d'épuration et de recyclage, ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est la planète qui gère, ce on va dire ce recyclage, par exemple, des gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est les 2 aspects de la pression humaine sur l'environnement. Et on mesure cette pression anthropique, anthropique ça vient d'anthros humain, c'est la pression humaine en fait, avec ce qu'on appelle l'équation de Ehrlich que vous avez en dessous, qui est cette mesure de la pression anthropique, I égale PRT, donc P fois R fois T et dedans, on mesure. Donc cette équation permet de mesurer la pression de l'homme sur son environnement avec I. Et cette mesure I de l'impact est, donc la fonction de 3 composantes indépendantes. P, c'est la population, le nombre de personnes, multiplié par la richesse, R, et modéré par l'efficacité de la technologie, technologie T. Heu
Et l'idée de cette équation, hein, c'est une façon de mettre en calcul, une idée qu'on peut aussi très bien expliquer avec des mots si vous êtes pas à l'aise avec cet aspect calcul. L'idée de tout ça, c'est de dire que plus que la croissance de la population, c'est l'augmentation de la richesse individuelle qui démultiplie l'impact de cette croissance sur l'environnement. Parce que c'est la multiplication de la population avec la richesse qui fait un nombre très élevé, puisque l'augmentation de la consommation liée à l'augmentation de la richesse, c'est aussi l'augmentation du prélèvement des ressources et de l'émission de déchets. Et la technologie est perçue comme un moyen de réduire cet impact sur l'environnement, par exemple, en améliorant des techniques de recyclage, par exemple. Et donc c'est pour ça qu'il y a, on va dire, ça peut être modéré, ça peut être nuancé, réduit par l'efficacité de la technologie. Voilà, ça c'était pour replacer un peu des rappels, sur, on va dire les craintes environnementales liées à l'augmentation de la population et on va le voir de manière, on va dire, plus appliquée, hein, avec des chiffres notamment et des idées sur les limites de la croissance. Et d'abord, la question de la croissance démographique, et de son lien avec la croissance économique. Donc même si on a un ralentissement de la croissance, hein, qu'on peut voir ici avec, la population, ici ou le taux de croissance, heu, bon, on voit que la population mondiale devrait continuer d'augmenter au moins jusqu'en 2100. C'est la date maximale des projections. Heu donc voilà, on est sur une phase de croissance pour encore un moment, même si bien sûr l'amplitude des scénarios possibles est très importante, hein. Entre là, vous avez les différentes projections, on va dire, nous on parle toujours des projections moyennes, mais au maximum ou au minimum, on a une marge d'écart quand même de 4 milliards d'individus. Mais, ils considèrent, c'est, l'intervalle de confiance à 95, qu'il y a donc 95 de chances que la population mondiale soit située entre 9,5 et 13,5 milliards de personnes. Alors, le manque de fiabilité fait que l'horizon, qu'on choisit se limite plutôt à 2050 parce que la marge d'erreur est vraiment plus faible. Vous voyez, elle s'accentue au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le temps et si on regarde ces perspectives de croissance démographique jusqu'en 2050, on voit bien que la croissance démographique la plus forte est en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, tandis que certains pays connaîtront un déclin démographique, notamment la région, on va dire eurasiatique. Donc même si elle n'est pas envisagée avant au moins 2100, la croissance de la population, elle est quand même en phase de ralentissement et on pourrait imaginer qu'après 2100, elle pourrait même s'inverser et réduire. La croissance de la pression des humains sans l'environnement, elle proviendra donc bien plus de la croissance de la richesse que de l'augmentation de la population en nombre absolu. Ça va être le nombre d'humains qui augmente de manière de plus en plus faible, mais vraiment l'augmentation de la richesse de ceux qui sont déjà là. En effet, la croissance de la production de richesse, elle est vraiment plus rapide, beaucoup plus rapide que celle de la population. Sur les 3 derniers siècles, la population a été multipliée par 12, ça paraît beaucoup, mais le PIB, la richesse produite mondialement, a été multipliée par 144. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus. Et donc l'amélioration des conditions de vie de la population, bah, ça conduit à une augmentation de la consommation et donc de l'impact environnemental. Si on j Petit, exemple récent, du qui montre bien que c'est pas le nombre de gens qui compte, mais le mode de vie, le confinement du printemps 2020, hein, le 1er confinement, il a concerné en fait, à peu près la moitié de la population mondiale, hein, à son pic et ça a entraîné un ralentissement, de l'économie, des déplacements, des possibilités de consommation et donc ça a conduit vraiment à une réduction, importante, de plusieurs, on va dire, mesures de l'impact environnemental. Ici, vous avez, par exemple, pour la ville de Los Angeles, la comparaison des émissions de dioxyde d'azote, hein, hem, le même, les mêmes dates, mais à 1 an d'intervalle, donc sans le confinement en 2019 et avec le confinement en 2020 et vous voyez que c'est quand même nettement moins important parce que ça réduit, les déplacements, qu'ils soient routiers ou aériens et pour les chiffres qu'on a aussi, en Chine, les émissions de CO2, hein, mesure plus large, sur l'ensemble du pays, ont réduit d'1/4 pour la période janvier-février 2020, qui était celle du confinement en Chine, par rapport à la même période en 2019. Donc les gens, étaient toujours là, hein, en Chine, mais il y a eu une réduction des émissions de CO2. Donc c'est vraiment le mode de vie, pas juste la présence des gens. Ça paraît assez logique, mais c'est important de l'avoir clairement en tête.
Autre limite à la croissance, on va dire, enfin, autre, voilà, limite de la croissance qui peut avoir des enjeux environnementaux importants, c'est, sur la question des ressources, hein, on l'a vu, l'augmentation de la demande en produits agricoles et en eau potable, heu cette demande croissante, elle est causée par plusieurs facteurs. D'abord, bah, l'augmentation en chiffre absolu de la population, hein, on va partir de la demande agricole d'abord. Ensuite, l'augmentation de la ration alimentaire moyenne, heu, on est actuellement à 2 770 calories par habitant par jour. Enfin, je dis actuellement, je dis c'est en 2005, hein, c'est un peu daté et les prévisions de la FAO estiment qu'on serait à 3 050 calories par habitant par jour en 2050. Donc il y a de plus en plus de gens qui mangent de plus en plus de quantité, mais aussi, on a vu une diversification alimentaire avec une consommation croissante de produits issus des animaux. Or, une partie, des céréales, c'est l'alimentation animale. Donc cette diversification alimentaire vers les produits issus des animaux, entraîne une augmentation de la consommation totale des céréales. Et enfin, une diversification des débouchés de la production avec une augmentation vraiment de la demande en agrocarburants, donc qui est, une augmentation de la demande, on va dire qui pourrait être alimentaire mais qui est transformée en énergie. Donc la FAO, elle anticipe une nécessaire augmentation de la production agricole de plus de 50 entre 2010 et 2050. Or, bah, il y a des tensions, en fait, sur la production agricole. Par exemple, l'impact négatif du réchauffement climatique sur les rendements agricoles, le manque d'eau et ça a des conséquences sociales, hein. L'augmentation du prix des céréales, heu, qui risque d'augmenter l'insécurité alimentaire. Et ça, c'est à mettre en lien, avec l'augmentation de la consommation des ressources en eau potable, qui conduit à des situations de déficit hydrique. Alors, il y a plusieurs niveaux, de déficit hydrique. Souvent, on s'intéresse au stress hydrique. Donc le stress hydrique, c'est quand une ressource en eau est insuffisante pour répondre aux différentes activités humaines et aux besoins de l'environnement. On estime qu'on est en situation de stress hydrique, heu, il faut quand on est en dessous de 1 700 mètres cubes par habitant et par an. Donc c'est ce que vous voyez ici, le stress hydrique, quand il est important ou pas ici et certains, certaines populations sont touchées par des situations vraiment, pas seulement de stress hydrique, mais ce qu'on appelle de pénurie extrême et là, c'est moins de 500 mètres cubes par habitant et par an et ça touche, bah, par exemple, une grande partie de la population d'Égypte ou de Libye. Donc pour répondre au déficit en eau, bah, les pays qui sont touchés par le stress hydrique prélèvent de l'eau dans les réserves d'eau souterraines. C'est le cas de la plupart des pays du Moyen-Orient. Ces prélèvements sont supérieurs au taux de renouvellement des nappes phréatiques. On estime qu'il y a un aquifère sur 5, donc nappe phréatique, est surexploité. Et ça on a 2 enjeux qu'on a vus, l'alimentation et l'eau qui sont vraiment liés, puisque la majeure partie de l'exploitation des nappes phréatiques est destinée à l'agriculture. En Inde, on va prendre l'exemple de l'Inde, 90 de la consommation de l'eau souterraine est à destination de l'agriculture et bah, on est dans un état que vous voyez, ici, très soumis, au stress hydrique ou ici, très soumis au stress des eaux souterraines. 2/3 des districts indiens sont confrontés à des problèmes de qualité de l'eau. Par exemple, pollution, alors, ça peut même être de la pollution à l'arsenic, hein, pour certains d'entre eux, donc c'est risque important pour la santé. Ils sont confrontés aussi à des problèmes de surexploitation, heu, ce qui amène quand même, à des conséquences, concrètes, puisque lors des sécheresses, il y a des industries qui doivent fermer, des industries consommatrices d'eau comme, la sidérurgie ou le textile et on considère que d'ici 2030, bientôt, la moitié de la demande en eau ne sera pas satisfaite. J'ai pris ces éléments sur un article du Monde, alors qu'il y a édition abonnée, donc je ne sais pas si vous pouvez y avoir accès, mais qui est intéressant, qui s'intéresse donc à ces problèmes de pénurie d'eau et de problèmes de qualité et qui explique aussi, je finirai avec ça, que la pénurie d'eau, elle donne naissance à toute une économie. Il y a des paysans qui approvisionnent les villes par camions-citernes, des entreprises qui achètent des terrains pour épuiser l'eau des nappes phréatiques et la vendre ensuite via des distributeurs automatiques dans des régions asséchées. Donc voilà, c'est assez fascinant jusqu'où on va. Mais voilà, une grande menace et voilà, là on est dans un cas de crise des ressources, où il y a pas assez de ressources pour la population.
Je m'arrête là pour cette première vidéo, et je vous retrouve pour, la suite sur, l'environnement fragilisé, donc une suite, assez importante.